Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, lancement de la nouvelle programmation pour TV Témis, la MRCT dévoile des résultats partiels du sondage sur les regroupements municipaux, conférence de Monseigneur Dorilas Moreau au sujet de l'aide médicale à mourir et reportage sur la 14e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à InfoTémis. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle nouvelle saison. D'ailleurs, c'est lundi dernier, le 12 septembre, que l'équipe de TV Témis a dévoilé les grandes lignes de sa nouvelle programmation automne-hiver. Elle en a aussi profité pour donner un avant-goût de son nouveau site web, de même qu'une nouvelle image de marque qui sont en préparation. C'est la série L'anecdote agricole qui ouvre le bal de la saison. Issue du long-métrage du même nom, cette série présente 10 portraits d'entreprises agricoles témiscamiennes qui viennent compléter les prémices du film documentaire. Ce projet est né de l'initiative d'Émilise Lessard-Terrien et a été rendu possible grâce à la collaboration de la MRC de Témiscamingue. Émilise, le long-métrage, bon, ça l'a un peu volé, on pourrait dire, le show de la série parce que ça fait longtemps qu'on en entend parler. Il a rayonné lors de plusieurs projections. Mais il faut dire que l'anecdote agricole, à la base, c'était un projet de série documentaire. Oui, effectivement. Donc, le long-métrage documentaire, c'est un peu une synthèse des 10 rencontres qu'on a faites sur les fermes. Donc, ça nous donne vraiment juste quelques lignes sur chacune des fermes. Et là, avec le projet d'émission, on s'en va vraiment dans le cœur des chapitres. On est vraiment avec l'agriculteur là, pendant une bonne demi-heure à travers ses opérations, ses histoires, ses anecdotes. Donc, c'est vraiment un plus gros morceau, là. Et c'était quoi l'intention première quand tu as mis sur pied, quand tu as pensé ce projet-là d'anecdote agricole? Bien, c'est sûr que comme j'en ai parlé beaucoup là, avec la diffusion du film, c'était vraiment de venir faire le pont entre la population agricole et celle non agricole. Donc, vraiment de venir un peu démystifier le travail des agriculteurs. C'est sûr que là, bon, moi, quand j'en ai parlé avec mon copain, qui est aussi à TV Témis, bien, ça s'est développé en se disant ben ça serait le fun de faire une série d'émissions qui pourrait être diffusée à TV Témis, qui viendrait aussi bonifier l'offre de TV Témis dans sa programmation. Donc, c'est à travers ça qu'on s'est dit, bon, ben 10 fermes, on pourrait vraiment couvrir tous les secteurs de production, les secteurs au Témiscamingue, puis présenter vraiment un bon aperçu de l'agriculture dans la région. Et là, bien sûr, on n'aurait pas nécessairement pu faire ce projet-là toute seule. Donc, il y a eu un partenaire assez important qui est venu se greffer au projet. Oui, exactement. La MRC de Témiscamingue, quand on est allé présenter le projet à la MRC, les gens étaient super emballés. Ça correspondait vraiment à leur mission aussi, surtout avec le plan de développement de la zone agricole, de redonner un peu les lettres de noblesse à l'agriculture, de promouvoir l'agriculture dans tous ses bienfaits. Alors, c'est eux aussi d'ailleurs qui nous avaient commandé le long-métrage. Donc, c'est sûr que ça a été un partenaire vraiment important. La population aura aussi la chance de découvrir l'émission Carnet de visite, tournée pendant l'été 2015 avec l'étudiante en journalisme Caroline Tremblay-Levasseur et le caméraman Francis Cyr-Barrette. Cette mini-série est une sorte de road trip à la fois ludique et touchant qui trace un portrait intimiste des joyaux aux 4 coins du Témiscamingue à travers les yeux d'une citadine assumée et mordue des communications. Destination plein air, lieux touristiques, rencontres mémorables, bijoux culturels et trésors gourmands seront au rendez-vous dès le 26 septembre.
Outre ces nouveautés, TV Témis rediffusera le talk show 100% Témis qui a connu un vif succès tout au long de l'été dernier. Chaque semaine, le Témiscamingue sera à l'honneur sur le plateau de la Frite au bec en compagnie de Tania Neveu qui rencontre des passionnés de la région de toutes les sphères. Des prestations musicales d'artistes locaux viennent ponctuer l'émission en plus de reportages spéciaux. Les rediffusions prendront l'affiche dès le 26 septembre. Le bulletin de nouvelles Info-Témis ainsi que le télé-bingo seront également de retour cette année. Rappelons que les profits du bingo sont tous réinvestis dans les projets d'émission et contribuent au dynamisme de la station. D'ailleurs, le premier bingo du 14 septembre en sera un spécial pour la rentrée avec un gros lot de 1 500 $. On vous invite à vous procurer vos cartes. Et la belle surprise cette année sera sans aucun doute le projet Être parent, issu d'une idée originale de Nancy Pierce, qui est coordonnatrice d'Alpha Témis. Il s'agit d'une série de 15 émissions au sujet des compétences parentales. J'ai eu le bonheur d'animer et de réaliser ces émissions pour lesquelles j'ai rencontré des dizaines de spécialistes, pour la plupart locaux, afin de dénicher des trucs et astuces pour simplifier la vie des parents et de tous ceux et celles qui gravitent dans l'univers des 0-12 ans. Être parent a été rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. L'équipe remercie aussi le Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue, la Commission scolaire Lac-Témiscamingue et le CSAT pour leur collaboration. Cette émission-là, ça a été un projet que j'ai présenté là, au ministère de l'Éducation parce qu'on avait eu un appel d'offres l'année auparavant. Puis, en pensant aux ateliers qu'on avait déjà présentés dans les 4 secteurs, je me disais que si on voulait aller rejoindre plus de parents, c'était l'évidence même, les émissions avec TV Témis, ça serait vraiment quelque chose là, qui pourrait là, aller rejoindre beaucoup plus de parents encore. Et là, de fil en aiguille, c'est Nadine qui s'est ramassée avec le contrat. Nadine, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir participer à ce projet-là? Bien, je dois te dire, bien franchement, là, que je pense que j'ai commencé, quand Nancy m'en a parlé, j'ai dit oui pour moi, je pense au début, parce que j'ai 3 enfants, parce qu'au quotidien, on vit des petits soucis, des petits problèmes. Je me suis dit, tiens, ça va être le bon moment de poser mes questions, puis d'avoir peut-être un petit peu d'aide. Mais ça n'a pas pris 3-4 semaines que là, je me suis rendu compte, non, c'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour tous les parents, parce qu'on vit tous la même chose, tous les mêmes problèmes, ou presque. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est vraiment pour les parents que je voulais faire ça. Et en bout de ligne, tu t'es un peu lancée tête première là-dedans, mais ça a été quoi les étapes de réalisation? Bien, en fait, ça a commencé en octobre l'année dernière. J'ai rencontré Nancy. Ensemble, on a regardé là, les sujets qu'on pouvait aborder parce que ce sont des émissions sur les compétences parentales. Ça veut dire les compétences parentales, c'est tout ce que ça prend quand on devient parent, les habiletés dont on a besoin. Par exemple, pour l'aide aux devoirs, pour que l'enfant ait une bonne estime de lui, à l'adolescence, l'intimidation, tout ça, tout le quotidien avec notre enfant, toutes les habiletés qu'on a en tant que parent, c'est ça les compétences parentales. Donc, ensemble, Nancy et moi, on a choisi 15 sujets pour les 15 émissions. Par la suite, il fallait trouver des gens qui connaissent ça, qui peuvent nous parler de ces bons sujets-là. Donc, en tout, on a rencontré 30 personnes, 30 intervenants qui sont venus me jaser de ces sujets-là. Il faut dire aussi que sur les 30 intervenants, il y en a seulement 4 de l'extérieur du Témiscamingue. Les autres sont tous du Témiscamingue, des gens qui l'ont connu. Ça, c'est un peu un des critères que tu cherchais. Oui, parce que je sais qu'au Témiscamingue, il y a vraiment des personnes qui sont vraiment des professionnels qui peuvent vraiment aider. Puis on les connaît peu. Donc, en étant dans ces émissions-là, on se rend compte à quel point au Témiscamingue, il y a des gens de qualité, des gens qui sont crédibles, des gens qui ont beaucoup de professionnalisme puis de connaissances aussi qui peuvent aider là, tous les parents du Témiscamingue. Et d'emblée, ces personnes-là, quand on les appelait, c'était oui, je veux participer. Oui, eux aussi veulent se faire connaître. Eux aussi veulent ils ont que les gens... du savoir à transmettre. C'est ça. Et ils voulaient transmettre ça. Et je pense qu'on n'a même pas encore parlé du titre de l'émission. Alors, ça s'appelle « Être parent ». Au singulier. Il y a eu beaucoup de réflexions sur le titre. Parle-moi-en un peu, Nadine. Bien, en fait, au début, on voulait aller dans être parent, c'est simple, simplement être parent, tout ça. Puis là, à un moment donné, on a dit non, c'est pas simple être parent. Pourquoi ce serait pas simplement être parent et ça englobe tout, en fait. Être parent,
au singulier, parce qu'il y en a des parents qui vivent ça au singulier aussi. Et on va aborder ça d'ailleurs dans une des émissions. Donc, c'est être parent, ça disait tout. En plus de cette programmation florissante, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'équipe de TV Témis a donné un aperçu de sa nouvelle plateforme web en construction, Témis.tv, une conception de Le Bleu Communication Humaine qui sera mise en ligne le 21 septembre prochain. Écoutons à ce sujet la directrice de TV Témis, Chloé Beaulé-Poitras. En fait, on a profité du fait qu'on avait une subvention pour un nouveau site web aussi pour refaire notre image de marque, donc nouveau logo. On pourrait dire une signature, mais c'est une signature qui va donner qui va en même temps faire la promotion de notre nouvelle plateforme parce que notre nouveau site web va s'appeler Témis.tv. Pourquoi on voulait changer de site web? C'est parce que notre ancien site web était plus compatible du tout avec les nouvelles technologies, surtout les téléphones intelligents et les tablettes électroniques qui sont rendus un des principaux outils là, pour écouter du contenu vidéo. Alors, c'était primordial là, de faire ce changement-là. Ensuite, le site, ça va nous permettre de mettre de l'avant nos émissions. Évidemment, là, maintenant, ça se passe sur Internet. Il y a de plus en plus de gens il y a des gens qui sont pas câblés au Témiscamingue qui nous disent encore « Ah, je peux pas vous écouter ». Donc, on espère qu'avec la nouvelle plateforme, là, les gens vont avoir un réflexe plus constant d'aller voir le contenu qu'il va y avoir sur notre site web. Mais on va aussi... on a rajouté une couple de sections un peu interactives, entre autres la section « Soumettre une vidéo ». Donc, des fois, il y a des gens qui vont publier sur YouTube ou sur Facebook des vidéos qui se sont passées au Témiscamingue. Et nous, on voudrait un peu les recueillir, ces vidéos-là. Donc, on s'est dit, on va mettre une section « Soumettre une vidéo » qu'on va pouvoir proposer à des gens puis éventuellement, tu sais, si ça veut s'alimenter. Je donne un exemple, on pourrait s'en servir pour faire un concours, votre plus belle prise de pêche, puis là, les gens nous envoient leur capture et là, on fait une espèce de montage avec ces captures-là. Ensuite de ça, il y aura une section blog où là, on va pouvoir un peu mettre une touche un peu plus personnalisée à nos nouvelles ou des fois des billets d'humeur ou s'il y a une entrevue en particulier qu'on voudrait mettre à l'affiche sans l'insérer dans le bulletin de nouvelles, on pourra l'insérer dans notre blog, tout simplement. Finalement, le lancement de la programmation a aussi permis de révéler le nouveau logo de la station qui fera du même coup la promotion de la nouvelle adresse web Témis.tv. Le logo cristallise la mission de la télévision du Témiscamingue avec 3 petits oiseaux qui restent à l'affût de ce qui se passe sur le territoire, perchés en hauteur sur la branche du thé et prêts à partir pour explorer et retransmettre les informations locales. Les 3 oiseaux représentent autant le travail d'équipe que les 3 nations présentes sur le territoire, autochtones, québécoises et ontariennes. Les lettres manuscrites font l'effet d'une nouvelle signature pour les années à venir. Notez que la conférence de presse de ce lancement est diffusée sur nos ondes tous les jours cette semaine. La MRC et les élus municipaux du Témiscamingue ont annoncé le 8 septembre dernier les résultats partiels de leur vaste sondage sur les regroupements municipaux. Ils ont aussi profité de l'occasion pour inviter différents intervenants qui ont partagé leur expérience et proposé différents modèles de regroupement. Ce sont près de 150 personnes qui ont assisté à la conférence. Rappelons que la population a jusqu'au 30 septembre pour compléter le sondage qui donnera le pouls pour les décisions à venir. Outre les présentations, un survol des résultats a été fait au début de la présentation et de ce lot, on constate que parmi un peu plus de 1000 répondants, 87,6 % se disent satisfaits de leur qualité de vie dans leur municipalité. 71,1 % ont affirmé être intéressés par de nouveaux services en commun. 64,1 % ont mentionné que la population de leur municipalité n'était pas prête à une éventuelle fusion, alors que 58,8 % croient qu'une fusion aurait un impact positif pour le développement de leur municipalité. Concernant la question du nombre d'élus dans la MRC, 3 personnes sur 5 sont d'avis qu'il y a trop d'élus pour le nombre d'habitants sur le territoire. Selon M. Varolin, préfet de la MRC, la balle est maintenant dans le camp des municipalités qui doivent réfléchir au meilleur modèle pour l'avenir du Témiscamingue. Une chose est sûre, la majorité des répondants sont d'avis que le statu quo n'est plus possible et qu'il faut mettre en place des solutions. Est-ce que ça prendra la forme de une MRC une ville, une MRC 4 municipalités ou simplement une série de regroupements de services intermunicipaux? Vous pouvez aller vous prononcer en répondant au sondage sur le site mrctémiscamingue.org. L'objectif, c'était d'informer les élus, d'informer la population sur les différents modèles qui existent pour travailler ensemble. Alors on a parlé
de plusieurs modèles, que ce soit des ententes municipales, des régies, des fusions, des regroupements volontaires, ou carrément un modèle, une MRC, une ville, la MRC de Témiscamingue. Alors on a regardé plein d'options et l'objectif, je le répète, c'est d'outiller les municipalités parce que c'est elles qui vont prendre des décisions pour le futur. On a fait un sondage auprès de la population, on trouvait ça tout à fait normal que les citoyens aient aussi cette information de qualité qu'on a reçue ce soir. Et d'ailleurs, dans ce sondage-là, c'est très clair. Les citoyens nous disent « on veut être mis au courant ». Ça nous intéresse de savoir quels sont les modèles qui existent parce que c'est difficile, sans avoir ces informations-là, de savoir est-ce qu'on reste comme ça, est-ce qu'on va vers des ententes ou est-ce qu'on doit se fusionner. Il y a plusieurs éléments qui ressortent de ce sondage-là, puis je tiens à le préciser, le sondage n'est pas terminé. Donc là, on a des faits saillants, mais il va falloir faire une analyse pour voir précisément ce qui ressort. Il y a des éléments très intéressants qui ressortent dans ce sondage-là. Premièrement, et ça c'est des choses très positives, les gens sont contents d'habiter au Témiscamingue et sont satisfaits des services qu'ils reçoivent dans toutes les municipalités où ils habitent. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Témiscamingue. Autre élément qui ressort, les citoyens disent qu'il faut regarder les modèles différents. On a un grand territoire, on a beaucoup de municipalités, beaucoup d'élus. Il faut regarder les modèles et il faut travailler ensemble. Mais les citoyens font preuve de beaucoup de sagesse parce qu'ils ne disent pas « faut se fusionner à tout prix » ou « il faut rester au statu quo ». Ils disent « travaillons, regardons les choses et quand on n'aura plus d'informations, ben là, on regardera des modèles ». Ce sont aux municipalités, puis ça je tiens que c'est très important, c'est aux municipalités de choisir et c'est un processus qui ne se fait pas à la légère. Il faut prendre le temps, il faut regarder des scénarios et ça c'est important que ça revienne aux municipalités. Nous, notre mandat, il a été clair, informer, documenter et soutenir les municipalités. Alors si les citoyens ils veulent en entendre parler, qu'ils aillent rencontrer leurs conseils municipaux, qu'ils aillent rencontrer leurs maires et mairesses, puis ensemble, on trouvera des modèles qui s'adaptent au territoire. Les étapes à venir, d'abord, c'est de finir le sondage. Je réinvite les gens à remplir ce sondage-là. Deuxièmement, de vraiment analyser toutes ces données-là et de les rendre disponibles. Ça va se faire au mois d'octobre. Et de mettre en place une équipe pour soutenir les municipalités dans leurs réflexions. Ça, c'est déjà fait. Donc, toutes les municipalités qui ont besoin de support, l'équipe de M. Denis Clermont est prête pour les supporter. Jusqu'au 30 septembre pour remplir le sondage. Alors, encore un petit effort, ça prend 30 minutes, mais c'est important, vous devez, en le remplissant, penser à vos enfants puis à vos petits-enfants. L'évêque du diocèse de Rouyn-Noranda, Monseigneur Dorylas Moreau, est venu donner une conférence le 29 août dernier au sujet de l'aide médicale à mourir, et ce, à la demande du mouvement des femmes chrétiennes. D'entrée de jeu, il a clairement expliqué que l'Église se positionne contre l'aide médicale à mourir et l'avortement. Il a soulevé aussi toutes les nuances entre l'euthanasie directe et indirecte. Il a également abordé les cas d'acharnement thérapeutique et le droit de le refuser. Toutefois, Monseigneur Moreau précise que la décision finale est entre les mains de la conscience de chaque personne qui y est confrontée et qu'il ne peut condamner les personnes qui feraient ce choix, bien que l'Église n'approuve pas ce geste qu'elle considère contre la volonté de Dieu. La période de questions à la fin a permis de constater que les propos de l'évêque ont inquiété quelques fidèles, comme en témoigne cette réponse de Mme Blanche Leblanc. Je suis déçue un peu de votre réponse. Pourquoi? Parce que je ne me faisais pas un cas de conscience, moi, de demander à mourir. Si je viens qu'à aller à l'hôpital, que je m'en vais à l'hôpital, puis je sais que ça me donne quoi à 95 ans de continuer. Et puis, mes enfants sont tout loin, je n'ai pas de famille proche. Donc je me dis, c'est la meilleure manière de partir. Moi, je serais prêt à demander en entrant à l'hôpital, faites le geste. Oui. Sans me sentir, mais là, vous me rendez responsable de... Coupable. Je suis pas fâché de ça. Parce que je suis profonde chrétienne, je crois à la résurrection, je crois en tout ça. Mais là j'ai peur. Et puis je pense que c'est pas, je suis pas la seule qui a ce cas-là. Ce sont près de 100 personnes qui ont assisté à cette conférence au sous-sol de l'église de Ville-Marie et nous avons rencontré Monseigneur Moreau pour faire un résumé de ses propos. Notez que la conférence intégrale sera diffusée à la fin de cet automne.
Bien, on m'avait demandé de présenter les questions difficiles et préoccupantes concernant l'euthanasie et l'aide à mourir. Alors, j'ai essayé de mettre en place un petit peu des postulats de base qu'il faut prendre en considération, comme le fait que la vie est un don, la signification de la souffrance rédemptrice avec le Christ, la position des évêques actuellement et de l'Église en général, puis de la position aussi de tout concitoyen. Et est-ce que c'est une conférence est-ce que vous faites une tournée de votre diocèse pour la présenter? Non, c'est que j'ai donné cette conférence à la demande. Vous savez, chaque année, habituellement, je rencontre les aînés pour aborder un sujet avec eux. Et au printemps dernier, la rencontre avait eu lieu à Rouyn-Noranda, où on m'avait demandé d'aborder ce sujet-là. Et c'est les gens du Témiscamingue ici qui ont su ça, puis qui ont trouvé que c'était pertinent. Ils m'ont demandé de venir répéter la conférence. Alors, j'ai donné aujourd'hui ce que j'avais donné là-bas au mois de mai. Vous débutez votre conférence en parlant de la dignité humaine. Alors, oui. En quoi, selon vous, l'aide médicale à mourir brime la dignité humaine? C'est parce que la vie, c'est un don. On l'a dit, on l'a répété. C'est comme un don qui nous est fait et dont nous devons prendre soin, comme notre santé, comme notre bien-être. Et alors, c'est ce qui fait notre dignité humaine. Et quand je demande de mourir, c'est que je demande de mettre fin à ce don-là, qui ne m'appartient pas, qui est un prêt. Alors, c'est là que c'est un peu la cheville de fond, le pilier qui nous permet de refuser l'euthanasie. Et d'ailleurs, vous faites une distinction entre l'euthanasie directe et l'euthanasie indirecte. Donc, en quoi l'une est plus morale que l'autre? Bien, l'euthanasie directe, c'est vraiment une injection létale qui provoque la mort. C'est la visée de fond de cette... ça, c'est l'euthanasie directe. Donc, je pique quelqu'un pour lui procurer la mort. C'est comme si je donne un coup de fusil à quelqu'un, je vais le faire mourir. Tandis que l'euthanasie indirecte, c'est que je vais donner de la chimio. Les médecins vont donner de la chimio à du monde. Et pas juste la chimio, mais aussi le dernier médicament qu'on donne pour soulager la souffrance. Et il arrive que le cœur ne résiste pas. Donc, directement, c'est d'alléger la souffrance, mais ça donne que ça procure la mort. Alors ça, on appelle l'euthanasie indirecte. Et ça, c'est possible, c'est permis, ça existe. Donc, tant et aussi longtemps que ce n'est pas une décision humaine, c'est un peu comme si on remettait la vie entre les mains de Dieu à ce moment-là. Oui, absolument. Et quelle est la réponse de vos fidèles face à vos propos? Bien, à date, c'est bien considéré. Bien, vous avez vu là, dans les questions. Il peut avoir... bon, écoutez, c'est jamais toujours clair comme de l'eau de roche, là. Il peut avoir des nuances à apporter. C'est pour ça qu'on met toujours une période de questions pour nous permettre d'aller un peu plus loin dans certaines situations. Mais en général, les gens réagissent bien, mais on sait que dans les médias, pas vous autres, là, mais dans les médias, c'est plus difficile. Et vous avez sorti une statistique intéressante comme quoi, dans la plupart des maisons palliatives, depuis que la loi a été votée, personne n'a demandé finalement à l'utiliser. Oui, c'est ce qu'on m'a fait savoir. Toutes les directions de maisons de soins palliatifs se sont opposées à la loi parce qu'ils disaient essentiellement que chez eux, il n'y a jamais eu de demande. Alors, on tire la conclusion que quand les gens sont bien réconfortés, quand ils sont apaisés, quand ils sont dans un climat humain, familial, où l'amour prime, ils ne demandent pas de mourir. Alors, c'est une conclusion qui a été tirée comme ça de l'expérience. Mais par contre, il y a quand même, là, en date d'aujourd'hui, au Québec, 160 personnes qui se sont prévalues de ce droit à mourir. Peut-être. Je ne savais pas cette statistique-là, mais c'est possible. Mais c'est certainement pas dans les maisons de soins palliatifs. C'est peut-être dans des centres hospitaliers ou à la maison ou ailleurs. Là. Donc c'est possible aussi. Et donc, pour vous, vous prônez finalement qu'on mette plus d'argent dans les maisons de soins palliatifs. C'est ce qui est demandé au gouvernement. C'est un des remèdes à cette fameuse loi, c'est d'augmenter les subsides aux maisons de soins palliatifs et de les rendre accessibles partout. Ce n'est pas accessible partout au Québec actuellement. Alors, c'est ça la grande douleur qui est difficile là.
Et vous abordez aussi la question de l'acharnement thérapeutique. En quoi ça consiste au juste? L'acharnement thérapeutique, c'est des traitements extraordinaires qu'on n'est jamais obligé d'accepter. Comme on a parlé au cours de la conférence d'aujourd'hui, de la réanimation, la dialyse, des soins exceptionnels qui font souvent souffrir la personne et des soins qui ne sont pas nécessaires finalement. Ça, on peut toujours les refuser. C'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. On s'acharne sur la personne par des médicaments ou par des traitements, etc. Ça, on n'est jamais obligé d'accepter. Et ça, c'est heureux. C'est la personne, finalement, qui a le dernier mot sur elle-même. Et est-ce qu'il existe des chrétiens qui sont tout de même en faveur de l'aide médicale à mourir? Oui, bien écoutez, dans l'opposition qui s'est faite au cours du moment où les lois ont été votées, je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui sont favorables à ça. Comme je vous disais durant la conférence, le dernier critère, c'est la conscience personnelle. Mais je ne saurais pas dire, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Et je reviens sur la dignité humaine. Mais pourquoi est-ce qu'on ne serait pas maître de notre propre dignité humaine? Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait choisir nous-mêmes si oui ou non on désire obtenir l'aide à mourir si la situation s'y présente. Bien, je pense que la conférence a voulu y répondre quand on parle que la vie est un don. Je suis dans les mains créatrices de Dieu, mais là, c'est ma foi qui dit ça. Mais c'est le principe de fond de ma vie. Alors, ma vie ne m'appartient pas, ma vie m'est prêtée. Moi, j'ai à la bien gérer. Et si je demande l'aide médicale à mourir ou de m'aider à me suicider, bien, je ne gère pas bien ma vie. Je veux y mettre fin. Mais si on pense à une personne qui lui resterait à peu près 4 jours de vie, si elle optait pour l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire d'alléger ses souffrances, qui mènerait tout de même à la mort, donc à ce moment-là, en quoi la conscience morale là, devrait influencer? Ça, on peut pas... Si on fait l'euthanasie indirecte, disons que je lui administre un traitement qui lui provoque la mort, par accident ou par possibilité, ça, c'est possible. Mais... il n'y a pas beaucoup de médecins, et vous avez remarqué que depuis quelques années, avant ça, quand quelqu'un souffrait d'un cancer, par exemple, on lui disait, il arrivait qu'on dise, il vous reste 8 mois à vivre, vous ne dépasserez pas 1 an. Bon, il y a eu tellement d'erreurs là-dedans qu'il n'y a plus beaucoup de médecins qui se prononcent aujourd'hui sur le temps qui reste. Alors, on ferait des erreurs en disant, il reste à peu près 4 jours, ou 5 jours, ou 2 jours, on ne le sait pas. C'est les symptômes, la respiration, les bleus aux jambes, aux articulations, aux extrémités du corps qui vont souvent parler plus fort que tout pronostic. Mais il n'y a plus beaucoup de monde qui peuvent prévoir ça. Et j'ai un petit flash comme ça, mais vous avez mentionné à plusieurs reprises qu'on est maintenant dans une société neutre et individualiste. Et je voulais un peu comprendre pourquoi, vous, la neutralité, ça semblait être plus négatif que positif. Bien, la neutralité, c'est qu'à ce moment-là, la foi est mise de côté. C'est-à-dire, c'est neutre, alors que dans une civilisation chrétienne comme la source de notre civilisation, on ne peut pas mettre de côté cet élément-là. Vous entendez très souvent dire qu'on doit vivre notre foi d'une manière privée et non pas sur la place publique. Bien, je regrette, mais je ne suis pas d'accord avec ça. La foi, ça demande d'être témoigné, d'être rayonné pour transformer le milieu. Alors, pour transformer le milieu, bien, il faut la vivre à l'extérieur, pas juste dans la piété personnelle en disant mon chapelet le soir dans ma chambre fermée, là. C'est un peu cette réalité. C'est le dynamisme de la foi qui demande un rayonnement, qui demande d'être témoigné. Bien, Monseigneur, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. La 14e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, le FME, a eu lieu du 1er au 4 septembre dernier à travers différents lieux de Rouyn-Noranda. Plus de 34 000 entrées ont été comptabilisées cette année. En plus des 4 grands événements sur la scène extérieure de la 7e rue, presque toutes les salles de spectacle ont affiché complet, et ce, chaque soir. 360 artistes ont été accueillis cette année et parmi ceux-ci, plusieurs se sont prêtés au jeu des spectacles surprises dans différents endroits inédits de la capitale du cuivre.
Le prix Coup de cœur Belle et Bomme est allé cette année à la formation Paupières, lui donnant la chance de se produire à un épisode de cette émission diffusée à Télé-Québec. À l'aube de la préparation de la 15e édition, l'organisation prendra le temps de faire le point et de réfléchir au plan de développement de l'événement, comment faire grandir le FME sans le dénaturer, comment accueillir plus de festivaliers en restant authentique et à une échelle humaine. Voici d'ailleurs à ce sujet un reportage de Gabriel Gingras. FME, à ses débuts, c'était un petit festival bien sympathique qui avait la prétention de présenter des groupes de musique alternative en Abitibi-Témiscamingue dans un cadre qui était très convivial, très proche des gens. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a le même festival, exactement le même, qui a juste grandi et qui a évolué, mais qui garde à peu près le même esprit des choses. Ça veut dire que, oui, il y a plus de scènes, il y a plus de groupes, il y a un peu de tout, il y a plus de public, mais je pense que l'esprit dans lequel on le fait évoluer, le festival, a toujours été le même, c'est toujours la même chose. Fait que je pense que c'est quelque chose qui a juste évolué avec le temps, puis ça, j'en suis fier. Si on ajoute les différents DJ puis tout ça, on est entre à peu près 70 puis 85 artistes ou groupes de prestations. Puis dans des lieux, bien là, on les compte plus en des scènes officielles. On parle d'une 12-13 scènes différentes officielles. Mais à ça, on va ajouter les spectacles cachés, les lieux cachés. Fait que moi, je pense qu'on se promène dans la ville au total dans une vingtaine d'endroits. Cette année, je pense qu'on a 302 ou 304 bénévoles accrédités. Ça ne compte pas le travail des équipes, c'est-à-dire qu'on a la catégorie bénévoles, mais on a toute une équipe qui font partie de l'équipe du festival, qui sont aussi des bénévoles, mais qui ont des responsabilités plus importantes, comme par exemple la gestion des bars, la gestion du transport, la gestion justement des équipes bénévoles. Fait, en nombre d'heures, je ne le sais pas, mais je peux vous dire que cette année, c'est un nombre record là, d'avoir 300 bénévoles accrédités pour le festival. Souvent, le piège que certaines organisations vont avoir, c'est le piège de grossir à tout prix. Hey, on veut grossir, on veut faire quelque chose d'encore plus gros. Nous, je pense qu'on sait que depuis les 10 ans du festival, on navigue dans un festival ou dans une formule de festival qui est à peu près toujours la même taille. Ça veut dire des fois, on ajoute des spectacles, des fois, on en change, mais ça reste de façon globale. On sait qu'on a atteint la taille maximale, puis que si on essayait de grossir plus, on dénaturait l'événement parce qu'on ne serait pas capable de garder la convivialité qu'on veut avoir. Fait que l'important, c'est tout le temps le mot évolution. Comment on fait pour ne pas avoir un festival qui stagne? Fait qu'on essaye des nouvelles affaires, on change des nouvelles formules. On n'essaye pas justement d'établir une recette, puis qu'on se dit, hey, la recette de 2003, là, on l'applique exactement la même en 2016. Tu peux pas, les ingrédients sont plus les mêmes, la chose ne sera plus la même. Fait que les courbes d'âge du festival n'ont pas changé en 14 ans. Ça veut dire, quand on a fait les premières éditions du festival, la tranche d'âge qui était la plus représentée, c'était les 25-34. Bien, aujourd'hui, on est encore dans le 25-34, même si moi, aujourd'hui, j'ai rendu à 40 ans. Fait que je pense qu'on a réussi à faire un festival qui réussit à garder, puis à modifier, puis à avoir une courbe qui reste à peu près la même. C'est cool le côté aussi de, tu sais, c'est comme en région, c'est tout petit, mais les valeurs esthétiques et les choix artistiques de la programmation, par exemple, sont vraiment d'un haut niveau, tu sais. Puis ça, c'est le genre de choses qui me tiennent bien à cœur, que j'apprécie beaucoup. Fait que merci Sandy de nous avoir bookés. Je t'aime. On a de nouveau fait 2 soirées hip-hop. On a multiplié également le nombre de soirées électro. À ce niveau-là, on a augmenté l'offre en musique électro puis en musique hip-hop. Ça, c'est une particularité qu'on a cette année. Puis, une autre particularité qu'on a, c'est qu'on a décidé de faire Alpha One à l'extérieur. C'est-à-dire d'exploiter davantage le site extérieur.
c'est à double tranchant, il aurait pu faire très mauvais, il a fait extrêmement beau, on est content. Mais ça, tu vois, c'est habituellement, on s'en sert pas du site extérieur de la 7e rue le vendredi, puis là, de le sortir comme on l'a fait avec California Run, on est très content, compte tenu des résultats qu'on a eus. Les objectifs de vente que nous, on s'était mis à l'interne, de billets vendus, et tout ça, on les a atteints, fait qu'on est très, très, très contents. Puis juste par la densité de la foule, là, c'est pas statistique parce que j'ai pas vu les décomptes, puis les comptes, puis tout ça, puis les scans. Mais oui, on pense qu'on est dans une des grosses foules qu'on a fait au FME jusqu'à maintenant. Leur tourneur québécois, Louis Carrière, m'a dit qu'on était un de leurs highlights de l'été. Un des meilleurs événements qu'ils avaient assisté cet été, alors qu'ils ont fait le tour du monde, ils ont été à Glastonbury, puis partout. Fait que ça, se faire dire ça par son artiste, qui est pas mal l'artiste, notre tête d'affiche de l'année, mais je pense que nos équipes et l'organisation peuvent être bien fiers de ça. C'est cool, en maudit le FME, tu sais. Ça fait... C'est un endroit qui a un peu une réputation mythique, je pense, dans le milieu de la musique émergente canadienne, québécoise, tu sais. Fait que c'est évidemment un grand honneur. On veut toujours que le festival puisse servir d'outil puis de tremplin pour les artistes qui se présentent, autant par la couverture de presse qui peuvent leur être associés que par la présence de gens. Ici, cette année, on a à peu près une 50aine de professionnels internationaux qui sont accrédités pour assister au festival, puis il y en a à peu près 140 professionnels de l'industrie québécoise qui sont ici. L'objectif de ça, c'est de faire des maillages entre les internationaux et les Québécois. Puis, bien, on ne sait jamais, on ne sait pas encore, mais quels vont être les artistes qui vont se faire offrir des tournées de spectacles en Europe, qui vont réussir à signer des contrats en Europe, tout ça grâce à ça. Mais oui, ça fait partie de notre mission de permettre aux artistes de justement avoir des fois un petit bonus. Au-delà de juste développer un public à Rwanda, on leur permet des fois de se développer un peu plus facilement sur le côté professionnel. En fait, on a un peu sorti l'album aussi Weapons, qui est notre premier album, pour le FME, pour le FME. C'était comme un peu, on se disait, on va enregistrer des tunes tant qu'à aller jouer puis faire notre show. Quand on a fait 3 soirs au Trèfle Noir, c'était vraiment notre première expérience. Je pense que c'est une place qui nous permet aussi d'essayer des trucs. L'autre fois d'avant, le deuxième show, on a fait ça à l'extérieur avec des projections. À la Presqu'île. On avait monté une forêt de 2x4 puis avec plein de projections. Puis là, cette année, on fait quelque chose d'encore plus débile. Avec l'Université du Québec. Ouais, il y a moins de 2x4, mais il y a plus de qualité. Le FME nous a approché l'automne dernier. Il voulait intégrer une dimension techno-immersive à un show. Et on leur a fait quelques démonstrations à savoir quelles étaient nos expertises. Ils sont repartis de leur côté pour approcher des groupes, notamment Dear Criminals, qui s'est montré intéressé à expérimenter avec ce nouveau médium qui est la stéréoscopie 3D temps réel. Des gars, ils cherchaient un groupe avec la musique peut-être plus planante, répétitive, quelque chose pour justement qui se prêterait à la genre de projection 3D qu'ils voyaient chez nous. En fait, ce qu'on a fait n'existe tout simplement pas. On a fouillé comme peut se faire. Là. On a tout regardé, c'est complètement innovant. Il n'y a rien qui a été fait de ce côté-là. Donc, il a fallu tout développer parce que dans le fond, grosso modo, si on explique, on banalise un petit peu la situation, on a pris une console MIDI, qui est un clavier que les instruments de musique électronique, les joueurs de musique électronique jouent avec. Et on l'a interfacé comme une manette de jeu vidéo. Donc, il a fallu développer ça, mais oui, c'est beaucoup de développement, beaucoup de recherche pour arriver à ce niveau-là aussi. On est venu checker ça il y a 2 semaines avec eux, voir le résultat. C'était vraiment impressionnant parce qu'ils nous envoyaient des trucs en 2D depuis, puis tu sais, c'est difficile de concevoir l'effet de la 3D. Mm-hmm. Fait que non, c'était vraiment le fun, puis là, on est content que ça aboutisse à un show. C'est juste plate qu'on le voit pas. Je suis sûre que mais je pense que je vais m'en rappeler de ce show-là, c'est quand même pour moi assez marquant. Ça représente quoi pour toi, le FME? Des cernes, beaucoup de cernes, des lendemains de veille. Ouais. Mais c'est super le fun. C'est comme un espèce de camp de vacances / comme 3-4 cégeps parachutés dans un lieu. Du café, je joue du piano. Donc vous pouvez imaginer que je joue beaucoup de piano.
À la fin août dernier, la MRC de Témiscamingue et la Ville de Témiscamingue se sont associés au circuit électrique pour s'équiper d'une borne de recharge publique. Cette borne était la première à être installée sur le territoire et permettra la création d'un réseau à travers tout le Témiscamingue. Une deuxième borne de recharge électrique a été installée à Ville-Marie au début septembre. Elle est située aux abords de l'Hôtel de Ville. 2 autres bornes s'ajouteront au cours de l'automne, une à La Tulipe-et-Gaboury et une à Notre-Dame-du-Nord. Fier de voir la MRC de Témiscamingue se joindre au mouvement du circuit électrique, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, Luc Blanchette, a précisé qu'il est important que chaque région du Québec se rende accessible à l'utilisation de cette technologie verte. Les fonds investis par la MRC dans ce réseau de bornes proviennent du Pacte rural 2015. L'acquisition et l'installation des bornes sont également rendues possibles par la contribution financière des 4 municipalités. La mairesse de la Ville de Témiscamingue est d'avis que la borne de recharge pour les véhicules électriques permettra à la Ville d'offrir un service complémentaire à ses infrastructures d'accueil touristique tout en contribuant au développement durable et à la protection de la qualité de son environnement naturel. En terminant, notons que le circuit électrique est le plus important réseau de recharge publique du Québec. Il demeure une initiative majeure dans le déploiement de l'infrastructure nécessaire pour soutenir l'arrivée des véhicules électriques rechargeables au Québec. Le réseau compte plus de 720 bornes de recharge publique, dont 51 bornes rapides déployées dans 16 régions du Québec. Depuis son inauguration en mars 2012, 152 partenaires privés et institutionnels se sont joints au circuit électrique et le réseau compte maintenant plus de 9100 membres. Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, le MFFP, informe la population que le Centre d'expertise hydrique du Québec, gestionnaire du réservoir Kipawa, procède depuis le 1er septembre 2016 à l'abaissement progressif du niveau d'eau du réservoir Kipawa. L'abaissement visé sera de 40 cm, environ 16 pouces, par rapport au niveau normal d'exploitation établi à 269,50 mètres, et ceci afin de favoriser la fraie du Touladi, la truite grise, cet automne. Ainsi, le niveau du lac sera maintenu à l'élévation souhaitée de 269,10 mètres jusqu'au 20 octobre 2016. Par la suite, le niveau d'eau sera remonté à son niveau normal si les conditions hydrologiques le permettent. Une telle situation correspond en fait au bas niveau d'eau déjà connu ces dernières années lors de conditions de faible hydraulicité. La population de Touladi au réservoir Kipawa est dans un état critique, notamment à cause de la surexploitation par la pêche sportive et des effets du marnage, c'est-à-dire la variation du niveau de l'eau sur la rive des œufs, sur la survie des œufs plutôt. Les biologistes du MFFP, en collaboration avec différents acteurs du milieu, travaillant activement à son rétablissement par la mise en place d'un plan de gestion spécifique de l'espèce au réservoir Kipawa. De nombreuses actions sont mises de l'avant, comme des ensemencements importants de poissons, des mesures réglementaires plus contraignantes, des activités de sensibilisation et de l'acquisition de connaissances sur la population de Touladi du réservoir. Afin de favoriser la réussite scolaire et d'accroître le sentiment d'appartenance de sa clientèle, l'équipe du Centre Frères Moffett, le CFM de Ville-Marie, a décidé d'offrir à ses élèves le petit déjeuner gratuit pour toute l'année scolaire. Une belle nouveauté qui a marqué la rentrée scolaire 2016-2017. Le même service devrait aussi être offert au Centre L'Envol de Témiscamingue. Ainsi, tous les élèves, qu'ils soient de la formation générale aux adultes, de la formation professionnelle ou du collégial, ont accès à un ensemble d'aliments de base afin de pouvoir partir la journée du bon pied. Le personnel du CFM sera directement impliqué dans le projet puisqu'à tour de rôle, chaque employé va s'assurer que les élèves aient la nourriture nécessaire pour le déjeuner et ainsi veiller à l'accueil du matin. La Ville de Ville-Marie a récemment annoncé la création d'un club de sauvetage sportif au sein de sa programmation aquatique. Dès octobre 2016, les jeunes de 8 à 15 ans pourront participer 2 fois par semaine à des entraînements de sauvetage sportif et pourront éventuellement, s'ils le désirent, prendre part à des compétitions du seul sport dont la raison d'être est de sauver des vies. Pour participer, il suffit d'être en mesure de nager 2 longueurs de piscine, soit 50 mètres. Les entraînements du dimanche seront axés sur les habiletés techniques de premiers soins et de sauvetage. Puis les entraînements du mardi porteront sur les habiletés physiques telles que la récupération d'un mannequin ou la nage sous obstacle.
Afin de découvrir le sauvetage sportif et le fonctionnement du club, vous êtes invité d'ailleurs aux portes ouvertes le mardi 4 octobre prochain de 16h30 à 17h25 et le dimanche 9 octobre de 16h à 17h55 à la piscine municipale de Ville-Marie. La progression se poursuit pour la patineuse témiscamienne Charlotte Ranoux. Rappelons qu'elle a participé les 29 et 31 juillet dernier à la compétition de patinage artistique Minto à Ottawa. Elle a remporté une médaille d'or pour son programme court dans la catégorie novice. Par la suite, les 6 et 7 août, elle a participé au championnat québécois d'été de patinage Québec à Pierrefonds. Elle y a terminé au 2e rang pour son programme court et au 5e rang pour son programme long, tout en améliorant significativement ses pointages en moins d'une semaine. Ces excellents résultats lui ont valu la 3e position et la médaille de bronze au combiné des épreuves, et ce, devant 85 autres patineuses en provenance du Québec et de l'Ontario, inscrites dans la catégorie novice. L'année dernière, au championnat d'été, Charlotte s'était classée respectivement 6e et 9e pour ses programmes courts et longs dans la catégorie pré-novice. Ceci illustre bien son impressionnante progression. Ces compétitions lui accordent aussi des points au niveau national et présentement, elle se situe parmi les 5 meilleures au Canada pour le Summer National Series. Il est à noter que les 10 meilleurs par catégorie se voient invités au défi canadien en décembre prochain. Même si elle s'entraîne à l'école Excellence Rosemère, Charlotte, du haut de ses 15 ans, représente toujours le club de patinage artistique de Ville-Marie et la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle évolue aussi pour la première année avec des résultats fracassants dans la catégorie novice, qui est réservée aux patineurs de 17 ans et moins. En terminant, si vous avez envie d'offrir la musique en loisir cet automne, l'École de musique Les Jeunes Concerts du Témiscamingue vous propose une pléiade d'activités musicales accessibles tant aux enfants qu'aux adultes. Les professeurs Caroline Boucher-Loisel et Julie Gagnon sont heureuses d'accueillir un nouveau membre dans l'équipe. Il s'agit d'Anne Jaudoin. En plus d'enseigner le piano, Mme Jaudoin offrira les cours d'initiation à la musique pour les 4 à 7 ans. Les enfants pourront découvrir la musique à travers les comptines, le mouvement et les instruments à percussion, en plus de socialiser, développer leur imagination et leur psychomotricité. Cette année, le chant choral est de retour pour les 8 à 25 ans. Tout en ayant le plaisir de chanter en groupe, vous pourrez y explorer des styles variés et vivre l'expérience d'un spectacle. Si vous voulez plus d'informations, contactez un des professeurs, Julie Gagnon, dans le 819-625-2505, Caroline Boucher-Loisel, 625-3621 ou encore Anne Jaudoin au 728-3223. Et voilà ce qui complète Infotémis. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle semaine. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.